Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, épisode dans lequel je vais être accompagné par un expert de son domaine, en la personne de Thomas. Thomas, comment vas-tu? Ça va très bien, Jérôme. Et toi? Merci de me recevoir. Bah, c'est avec grand plaisir. On se reçoit enfin, je te reçois sur le match aller entre podcasteurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, qui tu es, le podcast que tu animes, qui a énormément de succès. Donc, je Oh, suis très, très arrête. content de t'avoir. Alors, t'es gentil, il a pas énormément de succès, mais en tout cas, j'ai une audience que j'essaie d'animer et que, en tout cas, j'essaie de toujours créer du contenu pour bah, voilà, toujours attirer enfin, donner un maximum de valeur à mon audience. Donc, ouais, je suis Thomas Creton, donc le créateur du podcast qui s'appelle Investir Simple. Donc voilà, site internet et compte Insta du même nom. Donc je suis, conseiller en investissement financier, indépendant au sens de la MIF 2. Alors je sors tout de suite un mot très technique, mais on aura le temps d'en rediscuter, si tu veux. Parce que, bah, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi d'expliquer un petit peu les différents types de conseillers et voilà l'importance de l'indépendance du conseil. Moi à la base, je suis pas forcément dans la finance, tu vois? Je suis un peu un extraterrestre. J'ai fait une école d'ingé en fait, diplômé en Mhm. 2010. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait 2 grands séjours, un en Australie, un en Amérique du Sud, donc 2 fois 1 an. Ok. Entre-temps, voilà, j'ai bossé en tant qu'ingénieur aussi. J'ai bossé une dizaine d'années, on va dire, en tant qu'ingénieur dans le nucléaire, dans, le ferroviaire, bref, voilà, dans tout un tas de domaines et voilà, et je me suis intéressé à la finance, à partir de mon retour d'Amérique du Sud finalement, où, bah, au final, j'étais dans une sorte de rat race, tu vois? Où je Ouais, travaillais, je mettais de côté et je tu fuis un peu la partageais. réalité, Ouais. pour voyager. Et au bout d'un moment, je me Ok. suis dit: «Bon, il y en a marre» et j'ai commencé à mettre de côté et à investir dans l'immobilier, donc à partir de 2017 et voilà, de l'immobilier, je suis parti sur, voilà, tous les autres types d'invest, la bourse, la crypto, bref, on aura le temps de revenir de tous les types d'invest. Je suis passionné pour le sujet et en 2020, j'ai lancé donc initialement le projet qui s'appelait Mon Budget Zen, qui à la base était là pour aider les gens à mieux gérer leur budget, que j'ai Mhm. doucement converti sur l'investissement, donc en investir simple maintenant et j'ai passé mes habilitations pour devenir conseiller financier et puis me voilà aujourd'hui en 2024, à toujours animer le podcast Investir Simple, donc il y a maintenant 4 ans et à accompagner les clients sur, bah, leurs investissements, à faire de la formation aussi. Ok. Bon, parcours très enrichissant. Tu me fais penser, là, dans ton parcours, à mon frangin, tu vois, pareil, à euh, épargner, travailler, épargner, voyager. Tu vois, lui, il a fait ça pas mal de fois et je pense qu'il y a aussi un côté fuite de la réalité, de la vraie vie. Complètement. Euh, Ça a été quoi, toi, ton déclic finalement en 2017? Donc 2017, t'as quel âge? T'as 30 ans? Ouais, exactement, ouais, parce que je t'ai dit que j'étais de Euh, 87 juste avant. voilà, bah, je suis fort en calcul mental, hein. C'est trop Ça fort. sert. Et en fait, ça, c'est rigolo parce que moi, j'ai eu mon déclic aussi sur il faut que ma vie change, tu vois. Anciennement Mmh. opticien, etc., etc. Les auditeurs connaissent mon parcours. Mais c'est arrivé à 30 ans, tu vois. J'ai l'impression que ce cap des 30 ans, il est quand même Il est assez, important, assez hein. révélateur, hein, où on fait le bilan des 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, les choses bien, les choses moins bien, les choses à rectifier, et finalement avoir le courage d'embrayer sur une prise de décision pour transformer sa vie, finalement. C'est un peu ça. C'est quoi, toi, le déclic principal de cette période-là? Ben, je pense un peu je pense que ceux qui ont voyagé longtemps ont ressenti ça et moi les 2 fois où j'ai fait finalement un long voyage, donc bah,
la première fois en Australie d'un an et puis ensuite l'Amérique du Sud. C'est le retour en fait, le retour à la réalité Ouais. où tu sais pendant un an, bah, voilà, tu loin, tu rencontres plein de monde, tu fais plein de trucs et tout. Tu fais une expérience de dingue, tu vois? Alors avec ses avantages et inconvénients, il y a pas tout qui était parfait non plus à l'étranger. Mais tu sais, tu retournes à la réalité puis putain, il faut se remettre au travail et Ouais. et en fait, c'est là le problème, c'est que tu vois, je voyais le travail comme une contrainte en fait à l'époque. C'est que finalement, je me suis rendu compte qu'être ingénieur, bah, en fait, ça me faisait chier. Enfin, Ouais. c'était pas du tout, ce qui me faisait vibrer, ce qui me passionnait et je l'ai fait parce que, bah, voilà, j'étais pas trop mauvais à l'école donc bah, finalement, je suis parti, j'ai fait un IUT, puis une école d'ingé, puis Oui, voilà, tu sais? sans le parcours Tu sais, classique qui se voilà pose le pas forcément les questions et puis qui avance, quoi. c'est ça et tu sais, tu fais ça par élimination, tu fais pas ça par passion, en fait. Tu te dis: «Bah, en fait, là où je suis le moins mauvais, bah, c'est en maths et en physique, donc je fais un filière scientifique et puis je fais un IUT parce que j'ai pas envie de faire une prépa, donc je fais un IUT et puis finalement, j'étais pas trop mauvais à l'IUT, donc j'ai pu être accepté en école d'ingé et puis c'est cool, j'ai bac+5 donc j'aurai un bon salaire, donc machin». Mais vraiment, tu me poses des questions théoriques sur ma spécialité en école d'ingé, c'est une catastrophe, quoi. Je Ouais. sais rien, quoi et et pour le coup, c'est un peu ça, c'est finalement, je parle de ça, je sais que bon, on s'éloigne un peu du sujet de l'épisode, mais je sais que ça parle à beaucoup de monde, en fait, quand je parle de mon parcours. C'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fait soit fait des écoles de commerce ou des écoles d'ingé et qui se retrouvent, en fait, après 5 10 ans à se poser des questions de: «Putain, mais en fait, C'est quoi j'ai le fait une but, école quoi? d'ingé et je fais des Excel et des PowerPoint ou de la gestion de projet, en fait, derrière mon bureau. Je suis qu'un maillon d'une grande chaîne, dans une grande boîte. Moi, quand je suis pas là, en fait, ça tourne quand même». Tu de quand tu veux t'impliquer, essayer de faire avancer les choses, mais en fait, c'est tellement une usine à gaz qu'il y a rien qui Ouais, avance. ouais. Enfin, que des trucs comme ça qui me saoulaient et donc j'ai commencé un peu à investir pour fuir un peu ça en me disant: «Bon, en fait, comment je peux faire pour être libre?» tu vois? Et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, je pense que l'immobilier, c'est une des façons les plus efficaces, hein, surtout Mmh quand on mh. part de zéro, ce qui était mon cas. Donc j'ai commencé à creuser sur internet, à voir, bah, ce qui pouvait être fait et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'investissement. Donc alors je réponds à ta question parce que ta question était quand même claire et je suis parti. C'est que tu m'as dit: ça a été quoi mon déclic?» Bah, ça a été retour du voyage en Amérique du Sud, je suis monté à Paris pour le travail, donc ça a été la double douche froide, quoi. C'est tu reviens, ben, d'un an de voyage, tu te remets dans le moule du Ouais. travail que t'aimes pas, clairement, parce qu'il y a ça aussi, hein. Si je revenais sur un travail que j'aimais, peut-être que j'aurais eu une démarche différente, mais je reviens sur un travail Ouais. que je n'aime pas et en plus, voilà, Paris, grisaille, pluie, enfin bref, Les tout ça. gens tirent la gueule, il fait ouais, ouais, c'est Ouais, ça, le c et puis moi métro, ouais. je suis originaire du sud de la France, donc en plus voilà, donc c'était ma première expérience à Paris, donc enfin voilà, c'était assez dur, quoi. Alors après, à l'époque, j'avais un projet musical qui me tenait clairement, c'est ça qui me faisait rester à Paris, qui me faisait tenir le coup et quand le projet musical a commencé à battre un peu de l'aile, ben, c'est là où j'ai dit: «Il faut que je trouve une autre Ouais, solution» et je me suis tourné vers l'investissement, quoi. OK. Donc ouais, ouais, très intéressant ce côté, il faut que je m'extrais un petit peu de cette matrice et ouais, de ce quotidien, qui n'a plus de sens, en fait. Je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est le côté, ça n'a plus de sens. Enfin, où est-ce que Ouais, je c'est vais? ça. Je Bah, peux pas durer, 30 ans de plus comme ça à bosser, c'est ça. Et c'est exactement ça et le pire, c'est que depuis le début, dès que je suis sorti de l'école d'ingé, je dis: «Ouais, de toute façon, je sais que je ferai pas toute ma vie ingénieur», tu vois? Et j'ai mis 10 ans à accepter qu'il fallait vraiment que je me bouge le cul et outre le fait qu'après que aujourd'hui j'en ai fait, bon, aujourd'hui le fait d'être créateur de contenu, c'est mon business, mais et qu'aujourd'hui ça me passionne et je vois même plus comme un travail, enfin j'adore ce que je fais. mmh. Mais c'est même à la base, je suis allé sur l'investissement, pas pour devenir créateur de contenu sur investissement, mais je suis vraiment allé sur l'investissement parce que, ben, c'était une porte de C'était la sortie, en meilleure fait. porte de sortie, ouais, je suis C'est ça la d'accord, meilleure ouais. porte de sortie. Ouais. Et après tu vois, je suis pas anti-travail pour le coup, tu vois? Je pense que travailler, c'est bien, je pense que c'est super important de travailler et de créer de la valeur, bref, pour tout un tas de raisons, mais qu'il faut finalement trouver sa place, en fait et trouver, bah, travailler pour un truc qu'on aime. C'est pas facile, il faut prendre des risques, voilà, bah, Ça forcément, change, on mais sort ça de sa change la zone de vie. confort et tout, mais voilà, c'était la meilleure décision de ma vie, en tout cas. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des grandes lignes de ton parcours dans l'immobilier? Tu dis que tu as démarré en 2017 par un premier projet. Hem, Comment tu procèdes? Tu te formes un peu sur le net, formation gratuite, payante, contenu, voilà, des ressources que tu trouves. Tu passes à l'action directe. Est-ce que tu as des difficultés dans ce premier achat? Des erreurs? Ouais, je fais des trucs, je fais tout ce qu'il faut pas faire. Je regarde quand même quelques contenus sur internet, mais en 2017, il y en avait pas beaucoup quand même. Enfin, je trouve qu'il y a moins de contenu qu'aujourd'hui et donc je me forme, mais non, je me forme même pas en réalité, je lis quelques contenus, quelques blogs, mais je passe à l'action par contre. Je passe à l'action Ouais. tout de suite. OK. Donc je fais plein de merde, plein de conneries,
qui est finalement une des meilleures formations aussi. Une formation qui coûte cher, mais coûte plus cher qu'une formation du coup, mais qui est voilà, qui est assez qui marche bien et ouais, donc 2017, je commence et beh, j'achète un T1 à Marseille. Donc moi, j'habite à Paris, j'achète à Marseille parce que je suis originaire de là-bas et ça me rassurait et voilà, je fais plein de conneries du style, bah, voilà, vu que c'est compliqué déjà de trouver la bonne affaire parce que je suis loin, bah, j'achète un peu, bah, ce que je peux parce qu'au bout de 10 allers-retours, j'en ai marre, donc au bout d'un moment, j'achète. Oui, L'appart méritait des travaux de rafraîchissement que je ne fais pas. Première ok. grosse erreur. Bah, du coup, pas de déficit, machin, bref, pas de et Des puis moi, beh, locataires, peut-être. des locataires pas forcément très soigneux, du gros turnover et tout, pour que je finisse par faire les travaux 3 ans après, sur mes fonds propres, sur mes vacances, donc bah, Ok. grosse erreur. Donc ouais, je suis passé à l'action assez rapidement, sans me former correctement et j'ai appris vraiment sur le tas, quoi. Et pour le coup, je me suis formé après, de manière un peu plus traditionnelle, formelle, en achetant des formations, en continuant à me former sur internet et aussi, bah, du coup, avec les erreurs que j'ai faites, c'est voilà, c'est comme je dis, ça vaccine aussi pas mal quand on les fait, réellement, quoi. Ouais, après, comme tu dis, moi, je préfère dire. Enfin, un de mes dictons préférés, c'est mieux vaut fait que parfait. Tu vois? Pareil, j'ai le même. Donc il y a un moment, tu vois, moi j'ai des gens là alors que j'accompagne pas parce qu'ils ne veulent pas payer l'accompagnement, mais par contre ils sont tout le temps en train de me poser des questions, en train de me dire, je recevais un message la semaine dernière, oui Jérôme, j'ai toujours pas trouvé, est-ce que tu as des trucs pour moi? Je dis, ben oui j'ai des trucs, mais en fait si tu veux que je t'accompagne, on officialise un truc, tu vois. Et en fait c'est des gens qui se posent 36 000 questions et qui 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans seront toujours au même stade, tu vois. Donc il y a un Mmh. moment, tu as eu le mérite de passer à l'action, tu as eu le mérite, alors certes, de faire sans doute des erreurs. J'avoue que le coût des travaux, ça fait mal quand tu dois remettre un peu de ta poche, quoi. Mmh. Mais au moins, tu as le mérite d'avoir commencé à capitaliser il y a potentiellement 7 ans, si tu n'avais pas pris de différé. Et voilà, et c'est déjà une première pierre que tu poses, quoi. Donc, bon, il n'y a pas d'investissement parfait, mais au moins, Mais faut au moment, avancer. faut agir, quoi et je pense que le fait de s'y mettre, il y a rien de mieux, quoi et alors l'immobilier, c'est, ben, ça demande un peu plus de temps et d'énergie et tout, mais même en bourse, on aura le temps d'y revenir, tu vois? Commencer à investir en bourse aujourd'hui, quels que soient les niveaux de Hmm. marché, machin, mais même commencer tout petit avec des petites sommes, ouvrir un PEA, une assurance vie, enfin bref. Prenez date, ouais. De prendre date et tout, enfin, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et puis, pour le coup, la bourse, enfin, ça demande quand même beaucoup moins d'énergie que l'immobilier, tu vois? L'immobilier, c'est Oui, c'est pas pareil, hein, pour s'y mettre, bah, c'est les visites, c'est machin, puis tu fais un crédit, du levier, donc c'est pas les mêmes risques aussi, donc mais que ce soit l'un ou l'autre, je pense qu'il faut s'y mettre. Alors, là, je m'adresse plus à une audience, je pense, qui fait de l'investissement immobilier, donc pour l'immobilier, bah, oui, j'ai fait des conneries en 2017, mais je regrette en aucun cas d'y être allé. Voilà. Clairement, bah, ça oui, initie un mouvement. c'est Ça ça. initie un mouvement et À une refaire, volonté, ouais. évidemment, j'aurais préféré, bah, savoir, bah, qu'il fallait faire du LMNP tout de suite, qu'il fallait faire des travaux, créer de la valeur, tout ça. Enfin, j'aurais aimé le faire mieux, mais je préfère l'avoir fait comme ça plutôt que de ne pas Hmm. l'avoir fait. Je suis d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a d'autres projets immobiliers majeurs? Est-ce que tu en as fait d'autres dans les grandes lignes? Ouais, j'en ai fait 2 autres. Alors autant ça va aller assez vite pour l'immobilier parce que moi je suis pas je suis pas j'ai que 3 biens du coup. Alors j'en ai plus que 2 parce que j'ai revendu justement le premier, celui de Marseille. J'en ai fait un autre, en région parisienne, dans lequel on a fait j'ai fait les choses un peu mieux, on a fait des travaux tout ça, là on a habité dedans puis on l'a mis en location. Ouais, Et un dernier, donc à Avignon, là où j'habite aujourd'hui, quand on est arrivé, on a fait un projet là du coup, beaucoup plus rentable pour le coup parce que, bah, j'avais plus d'expérience et de ça a formation. pris, ouais, Voilà, donc là, bah, on a pris un truc bien pourri, gros travaux, on a pris un T3, un transformé en T4, on a fait une coloc, on mixe coloc et très courte bien. durée, donc forcément là, Optimisation de stratégie, voilà, d'espace, optimisation. parfait. Ouais, Voilà, on a tout fait bien. Alors, on a du cash flow, 400 € par mois, donc c'est top. Par contre, clairement, bah, ça demande du temps et de l'énergie, on va pas se mentir, hein, et pour la période d'acquisition et pour la période d'exploitation. Mais voilà, c'est notre dernier projet qui, bah, du coup, qui est le plus rentable. Mais voilà, aujourd'hui, l'IMO, pour être franc avec toi, c'est pas forcément, un truc que j'aimerais continuer. Là, on a un projet de RP pour le coup, pour nous, mais en fait, ça prend quand même beaucoup de temps, ça tu vois? Et prend du temps. d'énergie. Ouais, ouais. Donc moi, je suis très bien avec 2 biens, plus la prochaine RP, et le jour et vu que j'ai 2 enfants, en fait, c'est aussi qui C'est un qui paramètre à prendre en compte. c'est ça. Quand je les avais pas, voilà, c'était plus simple. Donc il y a ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, je pense que pas forcément augmenter mon patrimoine immo. Ok, bon. Parenthèse immobilière refermée, je voulais voir un petit peu les grandes lignes de tout Mmh. ça, mais tu es surtout sur la chaîne pour nous parler d'autres choses. Tu as une expertise hyper poussée sur justement le côté finance perso, le côté bah, investissement
Diverses, je pense que, enfin, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as une vision très transverse en fait de l'investissement en tant que tel. On va parler bourse, on va parler crypto, on va parler petit débat entre une stratégie qui t'est chère et une autre qui m'est chère à moi. Mais on va démarrer justement par la partie finance personnelle. Mhm. Euh, Aujourd'hui, quelle place devrait avoir, j'essaie de bien formuler ma question, les finances personnelles ou la bonne gestion des finances personnelles au sein des Français? Euh, je connais beaucoup de paniers percés autour de moi. J'observe beaucoup de paniers percés. Ça me fait mal pour eux parce qu'ils s'en rendent même pas compte, tu vois. Mhm. C'est quoi pour toi, quels sont les conseils que tu as à donner sur la partie finance perso? Allez, on va faire de large. Hem, alors, c'est une question très large. Bah, la première chose, je pense alors là, on va parler plutôt de budget, je pense, dans ta question. Je j'entends que c'est Ouais. plutôt de la gestion du budget qui était du coup ma thématique qui m'était chère, qui était le nom de mon ancienne, de l'ancien podcast d'ailleurs. Hem, 1 chose, je pense, enfin, c'est un truc qu'on ne pense pas et qu'on a la flemme de faire, mais je pense qu'il est important, c'est de faire un budget, en fait. La première chose, c'est de regarder, comprendre où part notre argent. Quand on est un panier percé, quand on veut épargner plus, quand on veut mettre de côté, quand pour ce que c'est pour un achat immobilier ou pour ses projets, ou tout simplement parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, la première chose à faire, c'est de mettre sur un papier, alors ou sur un Excel, hein, où part notre argent. Donc c'est-à-dire lister ses charges fixes, regarder, ben, quelles sont les charges incompressibles, les factures, le loyer, tout, qu'est-ce que ça représente? Déjà faire revenu moins, facture et voir déjà ce qui reste. Ensuite, tu mets les autres charges obligatoires, mais plutôt variables du style essence, nourriture et encore tu vois ce qui reste par rapport au plaisir et ensuite tu mets les plaisirs et voilà, et tu vois ce qui reste, quoi. Et la première chose, c'est de vérifier, bah, qu'il y a bien un excédent, tu vois? Avant même qu'on Ouais. parle d'épargne Ouais, et c'est clair. parce qu'il y en a plein, en fait, qui se rendent pas compte que juste, bah, juste dans leur niveau de vie qui se sont imposés ou qu'on leur a Créer, imposé, ouais. enfin bref, ou Ouais, qui sont ouais. créés, ben, en fait, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Donc du coup, voilà, la première chose que les gens peuvent faire, donc établir un budget, regarder ses charges fixes. Donc un premier levier, tu vois, pour finalement, réaliser cet objectif, c'est déjà de les réduire, les charges fixes. Donc regarder ce qui Mm. est optimisable, donc aller chez la concurrence sur, voilà, sur certaines, voilà, je sais pas, sur l'électricité, l'assurance, machin, enfin vraiment faire un point finalement de ces dépenses fixes. Un audit, ouais. Voilà, exactement, un audit de son budget, de regarder ce qui est optimisable ou pas. Alors, des fois, il y a des trucs qui sont pas optimisables, d'autres oui. Il y a des fois, c'est facile, des fois, il faut juste changer de fournisseur, des fois, il faut juste changer d'assureur. Des fois, bah, c'est des décisions beaucoup plus compliquées, du style un déménagement et tout. Voilà, ça implique évidemment pas que la personne, ça peut impliquer la famille et des fois, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Mais voilà, voir sur quel levier on peut jouer. Après, il y a la partie dépenses variables, donc les courses, machin, voir qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut réduire, qu'est-ce qu'on peut changer dans les habitudes de conso. L'objectif, bien sûr, est de dégager finalement un excédent, quoi. C'est-à-dire Ouais. D'inverser la d'épargner tendance, ouais. plus. Donc soit parce qu'on est dans une phase, voilà, on a découvert et compagnie, donc juste, voilà, d'arriver à finir les mois, ou dans l'idéal, je pense que ça s'adresse plus à ton audience, c'est d'épargner plus, parce que c'est ce qu'on veut, Mm. soit pour préparer sa retraite, soit pour investir plus, soit juste pour faire un projet IMO. Donc, bah, finalement, pour épargner plus, il faut travailler ses capacités d'épargne, et pour ça, tu as que 2 leviers. C'est soit réduire les dépenses, soit augmenter les revenus. Faut gagner plus, ouais. Mm. Donc les 2 sont possibles, plus ou moins facilement. Alors quand on est salarié, pour gagner plus, ben, la seule façon, bah, c'est enfin une des seules façons, c'est augmenter le salaire ou d'avoir un side business et pour réduire Exactement, les ouais. dépenses, hein, bah, je viens de le dire, hein, réduire les charges fixes ou jouer sur les charges variables ou prendre des décisions importantes. Ok. Et dis-moi, pardon. Non, non, ouais, non, hyper intéressant. Bon, j'ai la même façon de voir les choses que toi. Mais tu vois, moi, je rebondissais sur la partie habitude de consommation, tu vois. Alors, autant, je suis pas quelqu'un de très dépensier. Je suis assez minimaliste. Je m'achète pas souvent des fringues. Bon, bref, une fois l'année Mmh. pendant les soldes. Mais autant, tu vois, me payer mon petit pack de bière en fin de semaine pour le Ah week-end. oui, ah mais alors Ça, attention, mais quand c'est con. soit Mais tu te dis, mais en fait, tu as des petits rituels de vie, mine de rien, qui, bah, in fine, dans le mois, ça va te coûter 50 balles. Mais bon, c'est 50 mmh. balles qui pourraient aller ailleurs. Tu vois, c'est pas évident non plus quand des gens sont, Ouais, comment dire, alors pour le coup, moi habitués je à suis pas un pour truc, tu vois. ouais, mais moi, pour le coup, je suis pas pro frugalisme, hein. Enfin, frugalisme, c'est bien, je pense le minimalisme, c'est bien, moi, je suis plutôt aussi comme toi, mais je pense qu'il faut aussi se faire plaisir, en fait, tu vois? Là, j'ai parlé, voilà, de comment travailler sa capacité d'épargne, quels sont les leviers, mais attention, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir et même je pense que c'est super important que dans son budget, intégrer un budget plaisir, intégrer un budget resto, un budget, sortie, parce que si finalement tu passes ton temps à tout garder pour investir, machin, Ouais. ben, après voilà, on a qu'une vie aussi, tu vois? Ça Donc perd du sens aussi, quoi. Ouais, bah, ça ouais. perd du sens parce que si tu passes ton temps à te restreindre pour préparer le futur dans 10, 15 ans, mais que demain tu as un accident de voiture, bon, c'est con aussi, quoi, tu vois? Ouais. Donc, je C'est je pense vrai. que je pense qu'il faut aussi il faut faire la part des choses, en fait. Il faut arriver Ouais.
se faire plaisir, mais de manière, modérée, enfin, c'est-à-dire, voilà, en fonction de ce qu'on a besoin et pas plus, tu vois? Et tout en épargnant donc voilà, il faut trouver le juste milieu, quoi. Il faut trouver le juste Après, c'est milieu peut-être et plus sur je pense, là où les gens ont peut-être pas mal de marge de manœuvre, c'est sur les abonnements qui traînent, tu vois. bah, ça, Tu ouais, vois, c'est complètement. du Netflix que tu vas regarder 2 fois le mois, du Amazon Prime ou du machin, tu vois, Ouais, du ça, tu as Disney+. plein de petites astuces et puis en plus, Ouais. les charges fixes, en plus, alors c'est chiant, oui, c'est chiant à faire parce que, bah, il faut faire la démarche, machin et tout, mais une fois que c'est fait, quoi et oui, ça peut peut-être fait économiser 5, 10, 20 balles par mois, mais par an et tu multiplies par nombre d'années, en fait, bah, ça fait beaucoup et c'est C'est qu'une assez démarche à faire à un impressionnant, ouais. instant T et sur le long Ouais. terme, bah, c'est des centaines d'euros d'économisés. Puis surtout que maintenant que tu as plein de plateformes qui le font à ta place, tu vois? Tu avais Origami, alors oui, je crois qu'ils sont fermés maintenant, mais tu as Ideal, je crois, qui c'est une des meilleures aujourd'hui, où tu vas, ils te proposent tout à ta place, ils te font les démarches à ta place donc je veux dire, il y a plus trop d'excuses, quoi. Tu peux même déléguer ça et Ah, je savais même pas. Ok. ouais et après tu as une autre façon aussi de voir les choses, c'est, bah, loi de Pareto, tu vois? C'est d'aller sur le 80-20 et tu regardes quels sont les 3 postes de dépenses les plus gros. Mm, Généralement, ça va être, ben, hébergement, nourriture et transport et de jouer mm, là-dessus. Parce que finalement, mm. c'est là où il y a là où il y a Il y a le le plus plus de à aller poids chercher, que ouais. tu as pu aller chercher donc alors encore une fois, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, tu vois? Quand tu as un logement et tout, une famille et tout, c'est pas simple, hein, tu vois? D'aller réduire cette part-là. Il y a toujours des solutions mais c'est pas simple. Après, moi, je trouve la façon la plus simple, c'est souvent la voiture, en fait. C'est souvent des fois revoir un peu ses ambitions sur la voiture. Bah, tu sais, il y en a plein qui sont en LOA, leasing et compagnie. Ça, tu vois, c'est souvent des choses, bah, qui coûtent quand même C'est de la mauvaise très dette, ouais. cher. C'est de la mauvaise Ouais. dette et mieux enfin, moi, je suis plutôt partisan d'avoir une voiture un peu pourrie. Alors, j'exagère pas, elle est pas pourrie, mais une voiture Qui simple tiennent la ou route, ouais, ouais. qui tienne la route, qui soit conforme en termes de sécurité pour la famille, mais qu'esthétiquement elle est pas très jolie, mais je m'en fous. Mais en attendant, ben, voilà, je sais que le delta de budget, je le mets ailleurs, Bien soit pour sûr. mes plaisirs, soit pour l'investissement. Mais moi, l'aspect extérieur lié à la voiture, je m'en fous, quoi, tu vois? Oui, oui, Tant que la je partie suis un peu sécurité, en d'accord. tout cas, évidemment, je vais pas prendre un truc, voilà, où il y a pas de ceinture ou quoi, tu vois? Évidemment, non, il faut qu'il y ait airbag, sécurité, enfin, faut que tu vois, avant tout, la santé quand même, tu vois? On va pas déconner. Mais voilà. Ok, non, non, mais je te rejoins tout à fait. Savoir vivre avec ses moyens, je pense que c'est le truc à retenir en fait de cette première partie. Je vais utiliser une phrase vulgaire, mais mes auditeurs le savent, mais ne pétez pas plus haut que votre cul. Voilà. Tu vois, pour faire Ouais, ou très ne simple. paraissez pas plus haut, enfin, il y a ça aussi. Voilà, tu Il y en a vois. beau ouais, il faut pas Le paraître plus paraître, haut, ouais, le paraître, c'est vraiment le piège à la mode. Enfin, la mode, ça fait des décennies que ça existe, mais voilà, restez là où vos finances peuvent vous le permettre, on va mmh dire. et surtout qu'il soit aligné avec vos objectifs. En fait, il y a aussi une question Bien sûr, d'alignement, en fait. ouais. C'est que si, demain, la personne qui nous écoute, elle dit: «Je veux construire un patrimoine immo, soit pour être rentier dans 10 ans ou soit juste pour préparer ma retraite» et qu'à côté, ben, elle roule en Porsche et que la Porsche lui permet pas d'épargner Elle est pour à ses crédit, projets, ouais, ouais. bah, c'est là où tu C'est vois, où il faut contradictoire, ouais, tout à fait. contradictoire, en fait. Ouais. Donc bon, évidemment, j'ai pris 2 extrêmes, hein, mais l'important, c'est de comprendre le principe, quoi. Ok, non, non, très clair. On va maintenant enchaîner sur la partie investissement. Mmh. Moi, j'aimerais. Alors, par quoi commencer? J'ai pas mal de questions, mais si on enchaîne avec une suite logique, on va dire que là, on a fait du tri dans nos finances, on a mis en place des bonnes habitudes de gestion et on arrive à épargner 500 balles par mois. Alors, 500 balles par mois, et on va dire qu'on est sur des profils un peu comme nous, entre 30 et 40 ans. Est-ce Mmh. que, par quoi tu commences en fait? Comment tu répartis un petit peu ces 500 euros? Est-ce que tu mets tout sur le même support? Est-ce que tu fais dès le début une diversification? C'est quoi un petit peu ta méthodologie et ton approche là-dessus? Alors j'allais dire une connerie, j'allais dire: «On met tout sur le 31 noir à la roulette, tous les mois». C'était tentant, mais alors alors je vais répondre un peu plus sérieusement. Ouais, bon, c'est vrai que on va dire le profil que tu décris, moi, c'est ce que je vois le plus régulièrement finalement en accompagnement et alors évidemment, il y a pas de réponse universelle pour tous. Là, c'est Non, mon côté, conseiller, voilà, réglementé qui je vais faire le disclaimer, évidemment, ça dépend de la situation, du profil de risque, donc on peut pas faire de évidemment, on peut pas donner généralité. de Ouais. généralité. Ça dépend de tellement de situations, de la fiscalité, de l'horizon de temps, bah, du profil de l'aversion au risque, bah, Donc, en énormément fait, de ça, trucs. c'est une première, en fait, c'est une première réponse que tu apportes finalement. Et C'est j'ai ça, la la première même chose, approche c'est dans l'immobilier.
tu C'est la première vois? chose en fait, c'est en fait, c'est de faire le point, quoi. C'est C'est pour ça qu'on fait des bilans patrimoniaux pour commencer, c'est on définit exactement. Ouais, d'abord, ouais. bah, voilà, quel est ton objectif? Où tu veux aller? Quel est ton profil de risque? Quel est ton horizon de temps? Ça, c'est vraiment les 3 premières Ouais, choses de base. Ensuite, bon ouais. voilà, tu as la partie fiscale aussi qui est incluse, tu as aussi le patrimoine existant, bref, tout un tas de trucs. Mais on va essayer de je vais essayer de répondre à ta question en prenant un exemple, un personnage fictif qui a un Allez, vas-y. profil qui est assez, représentatif, je pense, de la majorité, enfin, à force de faire des accompagnements, j'ai quand même un profil qui revient Ah souvent. ouais? C'est, on va dire, la personne qui veut préparer sa retraite, OK. anticipée ou classique. Donc il y Mmh. a la trentaine, hein, qui veut, soit, soit il prend conscience qu'il aura très peu de retraite ou qu'il commence à avoir peur de ne pas l'avoir, ou qu'il veut la prendre avant, qu'il a, un horizon de temps, du coup, long terme, donc Ouais, 15-20-30 ans et qu'il a un profil de risque équilibré. Donc on va OK, dire parfait. généralement équilibré, ça veut dire la moitié qu'on met pas trop à risque et la moitié qu'on peut mettre à risque. Hem et bon, la première chose que je dis et je pense que ça paraît être du bon sens, mais on a tendance à l'oublier, c'est de diversifier. Donc pas mettre tous Mmh. ses œufs dans le même panier et je le dis parce que surtout toi qui es une audience très immobilière, je sais que la majorité des Français ont une majorité de patrimoine immo. Et là, je Mmh. parle même pas, j'exclus la résidence principale. Certes, la résidence principale, c'est du patrimoine immobilier, mais moi, souvent, quand je fais une analyse patrimoniale, je le sors en fait. Je fais une analyse avec la RP et une sans la RP parce que si on veut penser à nos futurs revenus passifs, bah, la RP ne nous génère pas de revenus passifs. Donc, Non. certes, c'est notre patrimoine, ça nous permet de faire de l'économie sur le budget, mais c'est voilà, j'aime bien l'avoir à part. Et donc, je pense qu'il faut et de l'immobilier, au moins et de l'immobilier et de la bourse. Je pense que c'est vraiment les deux Les 2 actifs, piliers? 2 Ouais. piliers, voilà, d'un patrimoine sain, solide, l'IMO et bourse. Et quand je parle de bourse, principalement d'actions. Pourquoi les actions? Parce que ça existe depuis 150 ans, donc c'est Il y a un historiquement, tracking voilà, record? il y a un Ouais. gros tracking record, contrairement à beaucoup de placements qui sont très, très récents, et c'est aussi, et la deuxième raison, c'est l'actif le plus performant voilà, de tous les temps, quoi, et devant l'immobilier. On a tendance à l'oublier. L'immobilier, ça a plein d'avantages, notamment, voilà, l'effet de levier et tout, hein, Effet ça, de c'est levier, pas oui. Mmh. par toi que je vais l'apprendre. Ça rassure, c'est du tangible et tout, mais on oublie que, les actions font mieux, quoi. Certes, c'est plus volatile, donc oui, il y a eu des crashs, oui, on voit pas on vient pas toquer tous les matins à ta porte pour dire que ton prix de l'immobilier a baissé, donc voilà, tu es pas au Mmh courant de mh. la Oui, c'est fluctuation. clair. Alors Non, que l'enfer. Bonjour, vous avez perdu 1 sur votre immeuble. non, Oh! mais rigole pas, c'est Warren Buffett qui donne cette image-là, en fait, en disant, OK. pour expliquer, en fait, aux gens l'importance de l'investissement long terme, en disant: «Ben, quand tu vois les cours de bourse chuter tous les matins quand tu regardes ton écran, c'est comme si finalement, quand il y a une mauvaise nouvelle dans le monde, quelqu'un qui venait à ta porte toquer tous les jours en disant: "Ben, aujourd'hui, ton immeuble, il vaut moins 10. Ah, demain, ah, aujourd'hui, il vaut plus 5." C'est un peu la même chose, sauf qu'en immobilier, Mmh évidemment, mh. c'est pas comme ça, mais c'est le même concept finalement avec la bourse, sauf qu'avec la bourse, tu le vois tous les matins sur ton téléphone et avec l'immobilier, tu le sais pas, en fait, tu vois? Donc voilà, je pense que la première chose pour diversifier, donc avoir 2 piliers. Donc, je comprends ta question, comment on place 500 € par mois quand on a la trentaine, qu'on prépare sa retraite? Donc, je pense que c'est important d'avoir une part IMO. Donc là, pour l'IMO, moi, il y a 2 stratégies. Soit alors je pense qu'on va plus parler de celle-là parce que c'est tes auditeurs, ils sont full IMO, donc soit tu épargnes, on va dire 500 € par mois, peut-être la moitié pour ton apport, pour le projet Ouais. IMO. Que tu vas utiliser ou non, alors ça dépend de ta capacité à négocier avec le banquier, mais que À tu vas négocier, utiliser ouais. ou non. Voilà, idéalement non, mais voilà, maintenant ça devient quand même plus compliqué. Donc voilà, une moitié qui va aller, tous les mois sur ton apport IMO ou éventuellement qui va te servir, je ne sais pas si tu fais vraiment de l'IMO patrimonial, qui je pense n'est pas forcément ton audience, mais si tu fais de l'IMO à cash flow négatif ou Voilà, autofinancé c'est un peu pour l'effort limite, d'épargne, ouais. éventuellement l'effort d'épargne. Ouais. Donc voilà, la moitié qui partirait là-dedans et l'autre moitié, alors ça, c'est la hypothèse numéro un sur l'IMO, Ouais. la personne qui a la motive et l'énergie pour faire de l'IMO, locatif classique, qui je Ouais. pense les gens qui nous écoutent. Ceux qui me connaissent savent que je suis un peu une feignasse et que moi je prône un peu l'investissement passif. Alors effectivement, ce sera moins rentable que l'IMO locatif classique, mais le la solution, c'est de faire de la SCPI. Si jamais, Ouais. voilà, vous voulez pas, vous embêter avec l'IMO. Est-ce que tu peux définir, l'acronyme de SCPI? Moi, je l'ai même pas en tête, Société civile, Société civile de placement immobilier, de tout placement simplement. immobilier, tout simplement. Et donc le principe, parce que voilà, je sais pas si les auditeurs, je pense que dans l'ensemble, Connaissent. oui, mais quel est le principe? Le principe, en gros, c'est d'acheter des parts d'une société qui va, elle, avoir un parc immobilier.
et c'est généralement de l'immobilier plutôt d'entreprise. Donc ça peut être des bureaux, des commerces, des hôpitaux, enfin de la santé, des crèches, enfin des entrepôts et en achetant une part, donc ça commence, très peu cher. On peut avec à partir de 200 € avoir, hein, une part de CPI. On va te reverser, bah, une partie des revenus et faut compter entre 4 et 7 à peu près, net, hors fiscalité bien sûr. Ouais, ce que j'allais Parce que dire. c'est tout Ok. un sujet, la fiscalité dans les CPI, c'est assez complexe. Mais voilà, et ça te permet finalement d'être investi en IMO. Alors c'est en IMO d'entreprise, tu as des CPI en résidentiel, mais c'est vraiment très, très enfin, c'est très, très marginal. Généralement, la majorité des CPI, ce qu'on appelle les CPI de rendement et qui vont te verser donc un loyer et qui te, bah, voilà, qui sont généralement investis en immobilier d'entreprise. Donc ça te permet finalement d'être investi en IMO par contre, tu as Mais sans, 0 sans les gestion, quoi. emmerdes. Ouais, et sans les Sans emmerdes. emmerde, quoi, avec zéro emmerde. C'est pas pour autant qu'il y a pas de risque et on l'a vu l'année dernière, certaines pas mal, il y a Oui. certaines, il y a à peu près un tiers des CPI qui ont baissé leur prix de part, donc c'est pas sans risque. Le rendement aussi peut baisser, enfin bref, il y a des risques, hein. Alors après tout l'intérêt de choisir bien les CPI et tout, parce que quand on choisit bien les CPI, on minimise le risque de baisse de prix de part, on minimise aussi, enfin bref, on minimise les risques, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est la deuxième solution finalement pour la personne qui veut faire de l'IMO sans Ok. s'emmerder à faire du Ok. locatif et sans voilà. Mais clairement, on a moins de marge de manœuvre finalement pour être rentable, parce qu'on n'a pas ce côté création de valeur, on n'a pas ce côté on va prendre un truc pourri, l'améliorer, mettre des Oui, et puis locataires, tu fais appel faire à de un l'exploit, service, machin. donc il y a un moment, quand tu prends un intermédiaire, peu importe le domaine, tes chiffres sont moins importants. Enfin, tu vois, la Ouais, la performance est plus la renta importante. est Ouais, diminuée ouais, forcément. ouais, ouais. Mais après, encore une fois, tu peux aussi le faire mal, hein. Si tu passes par ta banque traditionnelle qui te recommande sa SCPI à elle, qui prend elle aussi son cut, plus la SCPI qui fait des pertes dégueulasses, VS, quand toi tu le fais seul, quand tu prends une bonne SCPI, tu peux aller du simple au double en termes de rendement aussi, tu vois. Donc, Ouais, c'est pas d'où étonnant. l'important aussi, tu vois, de se former, de comprendre un peu comment ça marche. Donc voilà, pour la partie IMO, c'est un petit peu ça que je dirais, bah, Ok. soit IMO locatif, remboursement de dette ou voilà, Ou préparer SCPI. l'apport ou Ok. SCPI. Ensuite, sur la partie finance, je pense, voilà, l'autre moitié, alors encore une fois, ça dépend du profil de risque, tout ça, donc par rapport à la proportion, hein, mais je pense que c'est important d'avoir une part qui part en action, justement. Là, plusieurs façons de faire. On peut le faire soit via une assurance vie, soit via un Hmm, PEA, hmm. ou via un compte titre même, ou Ou même un compte-titres, ouais. PER. Enfin bref, il y a au Ouais, moins 4 solutions. Mais on va dire, je vais parler des plus courantes et qui sont, selon moi, les must-do à avoir pour un épargnant, même si on le fait, même si on commence pas ou qu'on sait pas pour commencer, mais c'est au moins ce qu'on appelle prendre date, ouais. c'est-à-dire ouvrir son PEA ou au moins ouvrir son assurance vie. Et ouvrir un bon PEA et ouvrir un bon assurance vie. J'y insiste parce que les frais peuvent vraiment détruire la performance, donc c'est très important de choisir un bon courtier en PEA et un bon courtier en assurance vie. Donc au moins prendre date et ensuite, bah, du coup, faire sa stratégie. Donc idéalement le Alors PEA juste, pour le ouais, coupe, dis-moi? je te coupe juste. On va expliquer pourquoi prendre date, parce qu'en fait, que ce soit l'assurance vie ou le PA, ce sont des enveloppes, et tu me coupes dans mes termes si c'est pas bon, mais ce sont des enveloppes fiscales avec certains avantages qui interviennent au bout de X années. Assurance vie 8 ans, si je dis pas de bêtises, PEA 5 ans, avec Exactement. une fiscalité plus intéressante au bout de ces années-là. Donc en fait, démarrer tôt, ça permet de, même si vous mettez pas beaucoup, en fait, même 50 balles à déposer, c'est pas grave. Même 10 balles, hein, des fois, c'est sur le Voilà. PEA, tu mets 10 balles, ça va. L'idée, c'est d'anticiper au maximum cette fiscalité qui sera avantageuse après ces années de détention, quoi. Ouais, bah, pour compléter ce que tu dis, en gros, la fiscalité, hein, c'est que si tu retires avant 8 ans ou avant 5 ans sur le PEA, bah, tu seras imposé à la flat tax sur les plus-values, donc à 30%. Et après les 5 ans pour le PEA et après les 8 ans pour l'assurance vie, il n'y a que la CSG, que Hmm. 17,2. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que sur ces deux enveloppes qu'on appelle capitalisantes. Et ça, c'est Hmm. le gros intérêt finalement. C'est-à-dire que tant que l'argent ne sort pas de l'enveloppe, tu as aucun frottement fiscal. Donc c'est-à-dire que si, je sais pas, tu investis 100 sur un PEA, tu fais un x2, tu as 200, tu revends ton action ou ton ETF, peu importe, tu as zéro fiscalité. Tu le réinvestis ces 200 sans frottement en fait. Et c'est pareil Tant que sur tu sors l'assurance pas vie. l'argent du PEA. Tant que tu sors Tant pas que l'argent l'argent du PEA ou de l'assurance vers ton vie, tu compte, ouais. n'as aucun frottement fiscal. Et Ouais. c'est pour ça qu'on appelle ça des enveloppes capitalisantes. Donc c'est le second intérêt fiscal en fait qui a, en plus du fait que quand tu sors l'argent au bout de 5 ou 8 ans, tu es moins imposé, c'était aussi, ben, tant que tu sors pas l'argent, et là pendant 30 Tu ans, peux hein, faire une grosse boule de neige. En fait, l'idée, c'est de faire exactement. Tu grossir une maximises ta grosse boule boule de de neige. neige, Ouais. VS le compte titre, qui a aussi ses avantages, hein, je dis pas que le compte titre c'est mauvais, VS le compte titre, tu es imposé à 30% tout le temps, et dès que tu reçois un dividende, ou dès que tu reçois, bah, que tu vends une action en plus-value, tu es tout de suite imposé, donc bah, forcément le frottement il est un peu plus fort. Ouais. Et donc, ta boule de neige met un peu plus de temps à se lancer parce que bah, tu perds de l'argent au passage, quoi. Tu peux Ouais, pas c'est ça, bah, réinvestir attends, tu tout le gain, ouais. as Bruno Le Maire qui prend sa part, quoi. Ok.
Hyper intéressant sur ces deux aspects. Moi, j'aimerais bien qu'on creuse l'aspect bourse, hein. Aujourd'hui, Mhm. enfin, autant c'est vrai que les Français, on est très attachés à la pierre. C'est comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est tangible et qui rassure, je pense, les Français. Contrairement à d'autres pays, notamment les States, hein, qui eux sont full bourse Mhm. quasiment depuis leur plus jeune âge parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas ou pas beaucoup de retraite. Donc, en fait, ils anticipent dès leur plus jeune âge, tu vois, c'est quelque Mhm. chose qui est naturel un peu dans leur C'est gène, dans les hein. mœurs, en fait. C'est Ouais, dans les c'est ça. mœurs, ouais, Ouais. complètement. Et nous, c'est vrai que la bourse, moi, quand j'ai démarré en bourse juste avant le Covid, donc j'ai bien démarré au bon timing. J'avais eu, j'avais eu le nez fin, donc, enfin, le nez fin, c'est le hasard, hein, mais du coup, ça m'a permis direct, en fait, d'acheter des bons trucs, finalement, enfin, des bonnes actions à des bons prix. Mhm. Et qu'est-ce que je dis pour ça, pour dire quoi? Je ne sais plus. De Mais que la... voilà, cette stratégie-là sur comment dire, du long terme, elle est redoutable. Quand je vois la performance que j'ai fait moi en 4 ans, c'est monstrueux en fait. Donc faisons un petit focus là-dessus sur les différentes façons d'investir en bourse. Alors, on a parlé rapidement des enveloppes fiscales, donc PEA, compte titre, le PEA dans les grandes lignes. Tu ne peux investir que dans des actions, et encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, dont le siège social est en Europe, française et Exactement. ou siège social en Europe. Donc, ça Mhm. restreint un petit peu Le les champ des actions possibles, ouais. éligibles. Voilà. Mhm. Et compte titre, bon, bah, voilà, c'est les entreprises à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est les deux enveloppes fiscales. Alors Donc, non, le compte n'est pas une enveloppe fiscale pour le coup. oui, vu qu'il n'y a pas les avantages. Je n'ai pas Ok, d'avantage fiscal. C'est vraiment ok. assurance vie et PEA qui sont des enveloppes fiscales. Et PER aussi, alors PER c'est encore autre chose, mais enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça peut être intéressant, alors pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être aussi un support qui peut être intéressant pour défiscaliser justement aussi. Ok. Et donc, ensuite, une fois on a notre support d'investissement, euh, quelles sont les différentes stratégies qui existent? Enfin, est-ce que tu peux les énoncer dans les grandes lignes? Donc, en bourse, il y a pas mal de façons de faire de la bourse. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire juste avant. Quand autour de moi, j'entends que je dis que je suis investisseur en bourse, etc., je dis, ah, et qu'on me dit, moi aussi, je joue en bourse. Alors là, je sors Ouais, les gros c'est qu'ils yeux. ont, ils ont toujours pas compris. Ouais, Ah là mais là, c'est marrant. La majorité finalement des Français, ils ils n'y pensent croient pas, en encore fait, que. que c'est une loterie, tu vois. Bah, c'est ça, ils pensent encore que c'est que de la Ouais, spéculation et ils pensent. Enfin, après, moi j'aime bien aussi montrer les graphiques, tu vois, juste bah, montrer que la bourse fait 8 à 10% par an depuis 150 ans et ouais, qu'en faisant rien, enfin en faisant rien, en étant ultra passif, quoi, sans avoir ouais, besoin de ouais. Sans connaissances être ni de dynamique, en temps, fait. sans être dynamique. Ouais, Et on va en venir, hein, je parle bien sûr des ETF, je vais expliquer pourquoi. Mais oui, non, il n'y a pas besoin de savoir jouer en bourse, il n'y a pas besoin d'analyser les entreprises, il n'y a pas besoin, du moins avec la stratégie passive. Bon, bref, du coup, j'y viens. Donc, il y a trois façons d'investir en bourse. allez, La première, j'ai envie de dire, c'est la plus courante. En fait, on est la majorité, je pense, des Français qui délèguent la gestion de leur argent à leurs banquiers, par exemple, sont investis là-dedans sans le savoir. C'est via ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est le plus courant. En gros, bah, c'est des entreprises qui vont récupérer l'épargne de plusieurs épargnants et qui vont, du coup, acheter des actions, faire du stock picking, hein, qui est notre façon de faire, qui vont acheter des actions dans l'espoir de faire mieux que leur indice de référence. Donc, pour l'exemple, je vais prendre le CAC 40 qui parle, je pense, à tout le monde. Le CAC 40, donc c'est l'indice qui suit la performance des 40 plus grosses entreprises françaises. Et le fonds d'investissement qui va essayer, par exemple, le fonds il va s'appeler France, Grande Capitalisation Française, par exemple, il va hmm, choisir des actions du CAC 40 pour essayer de faire mieux que le CAC 40. Donc il va faire ce qu'on appelle du stock picking, choisir les actions pour faire mieux. Le problème des fonds d'investissement, c'est que ça coûte cher. Parce que bah, forcément, c'est des sociétés qui sont derrière et il faut bien qu'elles se payent. Donc, c'est à peu près 2% annuel de frais en faisant ça. hmm, Ça, c'est la première façon de faire. Ce qui est celle que bah, notre banquier, la majorité des CGP font. Et on pourra en revenir d'ailleurs pourquoi ils font ça. Et c'est quelque chose, moi, qui me révolte un petit peu. Mais bref, on pourra en reparler un peu après. Euh, Ensuite, deuxième façon de faire, c'est quand tu le fais tout seul. Parce que là, du coup, tu délègues la gestion à un professionnel. ouais, Deuxième façon de faire, tu le fais toi-même, mais pour le coup, c'est toi qui vas choisir tes actions. Donc tu vas faire le même travail que le gérant de fonds, mais c'est toi qui vas choisir les actions du CAC 40, tu vas choisir, je sais pas moi, Danone, Total, LVMH, peu importe, dans l'espoir de faire mieux que l'indice. Mais du coup, là, pour le coup, alors si tu es bon
Ça peut être mieux, enfin, tu peux faire Mm. mieux que l'indice, mais ça demande du temps, des connaissances et de prendre des décisions tout le temps. Savoir quand acheter, quand vendre, analyser les entreprises, suivre les résultats, ça demande du temps et voilà, et des connaissances. Et historiquement, on sait que la majorité des particuliers ne font pas mieux que le marché, en fait. Et même la majorité des gérants de fonds ne font pas mieux que le marché. Donc du coup, la troisième façon de faire, c'est tout simplement de suivre le marché, d'acheter tout le CAC 40 sans essayer de faire mieux. Et c'est ce qu'on appelle un ETF. Un ETF, donc c'est-à-dire Exchange Traded Fund, fonds d'investissement coté en bourse. Et en fait, tu vas acheter donc un indice qui va répliquer la performance boursière des 40 entreprises françaises. Alors, bien sûr, je parle toujours de l'exemple CAC 40, il y en a évidemment plein d'autres. Ah Et ouais. le CAC 40 n'est pas le meilleur exemple, hein, mais c'est pour qu'on comprenne. Et le gros avantage de l'ETF, c'est que tu vas suivre la perf, tu as des frais qui sont très minimisés, donc Mm. en moyenne 0,2, ça va de 0,1 à 0,4, donc on est quand même 10 fois moins cher qu'un fonds d'investissement. Historiquement, les performances d'un simple ETF, enfin, historiquement, les performances d'un fonds d'investissement plutôt, sur le long terme, font moins bien que l'ETF à 90% du temps. Enfin, 90% des fonds Ah ouais, font ok. moins bien qu'un simple ETF pour 10 fois moins cher. Autre avantage de l'ETF, c'est que du coup, tu es ultra diversifié en passant à un seul ordre. Ben, en achetant qu'un ETF CAC 40 qui peut valoir 30 ou 40 balles, hein, bah, tu es investi dans 40 entreprises. Donc, tu es diversifié sectoriellement. Pas géographiquement, parce que là, dans notre exemple, on est qu'en France, mais on verra qu'on peut le faire. Et l'autre gros avantage, qui est peut-être le plus gros, c'est ce qu'on peut appeler la fonction auto-nettoyante ou sélection naturelle. C'est que, bah, du coup, quand tu as une entreprise qui performe pas bien, qu'elle se fait Il défoncer est en viré de bourse, l'ETF. il est viré de l'indice, il est remplacé par un meilleur. Donc, tu n'as pas à prendre la décision de savoir quand vendre celle-là parce qu'elle est bien ou moins bien, ou quand acheter celle-là parce qu'elle est mieux. Ça le fait tout seul. C'est pour ça qu'on appelle ça la gestion passive. Donc, c'est du darwinisme à l'échelle de la bourse, tu vois. Ah C'est ouais, très... ouais. Non, non, mais c'est en effet, je pense, une façon à la fois très simple de démarrer en bourse parce qu'il y a moins de questions à se poser. L'avantage aujourd'hui, c'est que même dans un PEA, il y a des ETF qui sont éligibles, des ETF euh, enfin, qu'on peut prendre, hein. Si on donne des exemples un petit peu là, on parlait du CAC 40 pour donner un exemple Ouais, pour la France, franco-français. ouais. Il y a des ETF aujourd'hui mondiaux, il y a des ETF spécifiques sur le marché américain, sur les technologies américaines, sur les marchés émergents mondiaux, bref, sur En fait, l'eau, sur plein de on peut thématiques en suivre fait. Ouais, énormément d'indices. Alors, moi, je les découpe en trois types d'ETF, voire quatre. ouais. Tu as les ETF qu'on peut appeler indiciels ou géographiques, où Mm. c'est les plus larges et c'est ce qu'on va dire généralement de fonds de portefeuille ou de cœur de portefeuille. Donc, les plus connus étant celui que tu as cité, donc l'indice monde qui s'appelle MSCI World, où tu investis dans les 1600 plus grosses boîtes mondiales des 23 pays développés. Un autre très connu, c'est le S&P 500, les 500 plus grosses Mm. boîtes américaines. Après, tu as l'Eurostock 600 aussi, les 600 plus grosses boîtes européennes. Mais si tu veux être, genre, par exemple, ultra diversifié mondialement avec un seul ETF, tu as l'ETF monde, ben, du coup, tu es diversifié géographiquement et sectoriellement. Euh, Bref, après, donc ça, c'est les ETF indiciels. Je t'ai dit, c'est les plus connus. Tu as aussi l'ETF pays émergent qui est aussi assez connu. Après, tu as les ETF, euh, alors, Smart Beta, je ne vais pas forcément entrer en détail parce que je n'ai pas forcément envie de perdre tout le monde et ça risque d'être un peu long à expliquer. C'est un autre type d'ETF, c'est une sorte d'ETF indiciel un peu plus poussé, on va filtrer sur un facteur. Et après, tu as les ETF sectoriels ou thématiques, où là, on va uniquement suivre un secteur. Par exemple, ça va être le MSCI World Santé. On va prendre les entreprises du monde que de la santé. MSCI World Finance, on prend que les entreprises mondiales de la finance. Et après, t'as alors là, pour le coup, c'est déjà plus risqué, parce qu'on n'est que exposé à un secteur, donc on est Ouais. diversifié géographiquement, mais pas sectoriellement. Donc, c'est pas le même risque. On espère on espère un rendement supérieur, mais c'est pas le même risque. Et après, tu as les ETF thématiques. Là, pour le coup, là, c'est infini, hein. Ça peut être L'IA, par exemple. l'IA, les semi-conducteurs, enfin bref, là, Ouais. c'est les trucs à la mode. Donc, alors quand même très attention avec les trucs à la mode. Mais ça peut être la transition énergétique, ça peut être des énergies renouvelables, l'eau, enfin, il y a les véhicules électriques, enfin, des thématiques, il y en a des dizaines et des dizaines. Ok. Et donc pour démarrer, choisissez votre cheval de bataille, mais restez dans les, comment Restez dire, humble. restez simple. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est toujours pareil. Vous pensez pas meilleur que que le marché, ou alors étudiez bien votre sujet. Si on fait le comparatif par exemple je prends l'exemple du stock picking. Moi, pour le coup, je prends du plaisir à faire mon petit choix d'action. Alors, tu vois, pour donner un exemple, sur mon portefeuille, j'ai à peu près, je pense, 30% d'ETF. Mhm.
sur un mondial et un américain. Et le reste, c'est que du stock picking dans un PEA. Parce que, alors Parce que déjà, t'aimes ça. alors oui, il y a une passion là-dessus. Euh, je me suis formé et je suis aussi abonné à un hebdomadaire de bourse. Donc en fait, j'ai tout le temps une vision bourse. Tu sais, il est sur ma table derrière, tu vois. Donc en fait, j'ai tout le temps de la bourse devant moi et je me tiens informé, tu vois. C'est pas, je vais pas au doigt mouillé par où pousse le vent, tu vois. Donc je me tiens informé et en l'occurrence, j'ai fait certains très bons coups, vraiment avec Mhm. des performances de dingue parce que acheté au bon moment, revendu au bon moment. Donc ça, c'est le côté timing, il est important. Et j'ai fait des coups de merde. Ça faut le dire aussi, hein, c'est pas que dans le bon Mhm. sens, hein. Alors après, malheureusement, enfin, c'est le contexte. Là, je prends l'exemple de Nexity. Nexity, promoteur Mhm. immobilier. Je suis à moins 60 ou moins 70 de perf, tu vois. Ça fait mal. Bon, je fais le dos rond. Et puis, mais tu vois, c'est la stratégie de sortie, elle est à la limite plus dure que la stratégie d'entrée. Quand est-ce qu'on Ah arbitre? ben Quand c'est est-ce le plus dur. Mais en fait, c'est tout l'intérêt, tu vois. C'est pour ça que je publicite les ETF parce que, comme tu dis sur le stock picking, évidemment, tu auras des actions qui vont faire largement mieux que ton ETF, tu auras aussi des actions qui feront beaucoup moins bien. Ouais, Mais le problème, c'est qu'il faut prendre des décisions tout le temps. exactement. Ouais. C'est ça Ah, le oui, sujet en c'est une fait. gestion dynamique, ouais. Ouais, C'est ouais. une gestion des émotions, c'est une gestion des décisions, et c'est dur. C'est dur de savoir quand vendre. À quel moment tu prends tes profits, à quel moment tu coupes tes pertes, c'est prendre des décisions tout le temps. Donc c'est pour ça que je suis comme toi. Moi aussi, j'ai du stock picking. Je suis le premier à plébisciter les ETF. Mais moi aussi, j'ai du stock picking parce que ça me passionne. J'adore ça. Enfin, je baigne dedans toute la journée. Donc forcément, j'aime ça. Mais plus ça va et plus je me force à augmenter ma poche d'ETF un peu par humilité, en fait. Tu vois, en me Ouais, disant, tout à fait. Ouais, je comprends. Ouais. parce que moi qui suis Thomas Creton, même si ça fait 10 ans que je fais ça, non, je battrai pas le marché en fait. Je le fais pour me faire plaisir, parce que ça me fait kiffer, parce que voilà, j'adore analyser des boîtes et parce que j'adore investir dans les boîtes que j'aime et tout. Mais je me force à avoir une majorité de mon portefeuille en ETF. Donc moi, je vise plutôt l'inverse de toi, 70 ETF, 30% de stock picking. Alors aujourd'hui, je suis Ok. plus à 50-50, mais je travaille pour changer ça et c'est dur de se séparer des valeurs qu'on aime pour renforcer la poche ETF, Ouais, mais c'est bon. vrai. Mais voilà, moi, ce que je recommande aussi pour les gens qui sont comme toi ou comme moi, qui ont envie de faire ce picking, pas non plus s'infliger en disant bah non, j'en ferai pas parce que machin. Faites-vous un socle passif, donc d'ETF, qui va être un peu le corps de portefeuille, le truc passif qui va juste viser la perte du marché, et visez-vous un pourcentage de votre portefeuille, 30, 40, 50, bref, en fonction de ce que vous voulez, De vos de objectifs, stock toujours, vos picking, envies, ouais. disant voilà, bah ça c'est ma poche plaisir. Si je fais mieux que le marché, tant mieux, mais j'ai conscience que c'est très compliqué, et si je fais moins bien, bah voilà, c'est la vie, mais au moins bah, je me serais éclaté, j'aurais tenté quoi. Et c'est pareil dans le stock picking, enfin, c'est le cas aussi en fonction des ETF sur lesquels il y a des ETF capitalisants et d'autres distribuant des dividendes. Dans le stock picking, il y a deux stratégies majeures, enfin, ou trois même, on va dire. Les values, les entreprises qui sont en retard du marché, sous-cotées à un instant T, sur lesquelles, bah, si typiquement, si on fait le comparatif avec l'immobilier, vous achetez un bien qui est délabré. Bon, dans l'immobilier, on fait du travail, on fait des travaux Mais là, l'avantage, et alors c'est différent parce c'est- que l'immobilier, c'est toi qui gères la remise à voilà. niveau, alors que Oui, dans la value, tu dépends de la boîte hein, c'est et dépendant. t'es dépendant des autres. Mais l'idée, c'est de faire une bascule parce que le bien est sous-évalué. Hmm. Voilà. Ensuite, tu as la partie dividende, entreprise à dividende. Alors, c'est pareil, pour bien sélectionner les entreprises à dividende, il y a toute une stratégie. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, Hmm. dividende croissant, régulier, etc. Ouais, Bon, puis il y a bref. même plusieurs types L'intérêt, d'actions à c'est dividendes. Comme tu dis, tu as les dividendes, gros dividendes, plus pour la retraite, tu as dividendes croissants. Enfin bref, tu as plusieurs stratégies dans la stratégie, quoi. Exactement. Le comparatif, ce serait bah, du cash flow dans l'immobilier. Donc là, on a de Mhm. la rente, on a de la. Ça tombe, voilà, c'est du bonus, on va dire, en fin d'année. Et après, tu as les entreprises, les growth de croissance. Donc là, typiquement, les entreprises technologiques, je pense que c'est les meilleurs à mettre dans cet endroit-là. Donc, bah voilà, qui ont un gros potentiel de développement. Donc voilà. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est complexe, que dans le J'en stock. rajouterai une quand même, tu vois, que tu n'as pas cité. Alors après, bon voilà, on peut en citer en plein stratégie, mais des sélections de qualité aussi, qui sont aussi pas mal Ah bah, plébiscitées en ce moment. alors Et vas-y, donne ma définition d'action à qualité. Ouais, ouais, ouais. En gros, c'est ceux qui ont des fondamentaux très solides et sont généralement jugés sur trois critères. Ok. Euh, la croissance et l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice, Hmm, l'endettement, donc un endettement maîtrisé, hmm. et des bonnes marges. Donc des marges nettes et des marges brutes bonnes, et aussi une rentabilité, donc ça s'appelle le ROE, le return on equity, un ROE, du coup une bonne rentabilité, quoi.
des capitaux propres. Ok, ok. Bah, Là, je vais peut-être rentrer un petit peu dans les détails des critères, mais voilà, c'est aussi une stratégie de choisir des boîtes de qualité, donc du coup, qui ont des fondamentaux bons. Alors, le corollaire de ça, c'est qu'elles sont souvent chères, donc elles ont un Oui, PER voilà. assez important. Bon, ça se paye cher, mais c'est prêt à payer pour de la qualité, quoi. C'est typiquement des entreprises qu'on peut avoir en fond de portefeuille, en côté un peu socle. C'est Ouais, mais des trucs pérennes dans le temps, quoi. qui versent pas forcément de dividendes. Alors certains en versent, mais Non? généralement très faibles, qui versent pas forcément de dividendes, mais qui ont historiquement en tout cas des perfs qui surperforment en général un Et peu plus l'indice. si on fait le parallèle avec le CAC 40 et donner des exemples concrets, tu mettrais qui là-dedans? Par exemple, dans le CAC 40, une boîte de qualité, ça va être LVMH par exemple. Ouais, c'est celle que j'avais LVMH, en tête. L'Oréal, je dirais. L'Oréal, ouais. Ouais. Voilà. Après, c'est pas le Ouais. CAC 40, mais je pense à une boîte comme Ferrari par exemple, si les gens y connaissent un petit peu, donc c'est pas français, mais voilà, c'est une boîte de qualité aussi par exemple. Enfin, du moins, elle respecte les critères que j'ai dit. Ok. Et si on va dans les US, ça va être, bon, ça va être les GAFAM, hein, clairement. Ça va être, Microsoft. ouais, Microsoft par exemple, Apple aussi. Ouais, les Oui, mastodontes. En fait, on peut mettre le mot mastodonte derrière. McDo, certainement. non, Derrière. McDo, du coup, non, je considère pas forcément que c'est qualité, quoi. Pour moi, c'est plus une boîte, là, c'est plus une boîte de dividendes, tu vois, McDo. Ok. Parce que Parce bah, il que verse un dans leurs gros chiffres, ils sont. dividende. Ouais, ok. Bah, tu vois, le chiffre d'affaires bénéfice est plutôt stable. C'est pas... Parce qu'en fait, la qualité, ça mixe finalement un peu de la croissance. C'est des Ouais. entreprises qui croient quand même, tu vois, où il y a quand même un potentiel de croissance qui reste encore important. C'est pas des pures entreprises de croissance comme, je sais pas moi, enfin, voilà, Bah, du j'allais dire. Nvidia, il y a quelques Ouais, temps. j'allais dire Tesla ou Nvidia, mais du coup, maintenant, ils ont tellement cru que enfin, je sais plus si on peut considérer qu'elles ont encore je sais pas si on peut considérer qu'elles ont encore un potentiel de croissance important. Mais voilà. Mais c'est vrai que McDo, pour le coup, je la mettrais pas dans les boîtes de Ok. qualité. Oui, parce qu'il y Après, a moins le potentiel de. ouais, après, il Ok. faudrait que je revoie. Je t'avoue que j'ai pas tous les critères en tête, tu vois. Il faudrait que je revoie ça, mais voilà. Ok. Non, non, ben, très intéressant. Donc ce petit aparté bourse. Mais la conclusion de tout ça, c'est prenez date, démarrez vos investissements en bourse, choisissez votre stratégie, mais démarrez. Voilà. Et sur du long terme, comme Thomas l'a dit, c'est imbattable. Et même si comment dire, à un instant T, il peut y avoir des remous, hein, et c'est là Mhm. où tu fais bien de dire de prendre un graphique sur du long terme. Il faut toujours dézoomer. On Mhm. prend l'exemple de la crise de 2008, de la crise de il y a 4 ans. Oui, à l'instant T, il y a eu des grosses secousses. On a perdu 20, 30, 40% sur le marché. Mais en fait, quelques mois après, on se rend compte que déjà, ça revient à la norme Ça et que rebondit, ouais. ça continue de monter. Donc la Alors finalité, après, c'est ça. je vais faire quand même un petit disclaimer, hein, les performances passées du préjugent pas du futur. On n'est pas du Oui, tout à l'abri d'une troisième guerre mondiale et d'avoir Mais en général, moi, ce que je me dis toujours, c'est que si on n'est pas quelqu'un d'optimiste, faut pas forcément investir en bourse, parce que quand on investit en bourse, du c'est moins comme vrai. ça en gestion passive sur le long terme, c'est qu'on vise les performances du passé, donc les 8-10%. Et pour que les performances du passé se reproduisent, il faut que l'économie aille bien, il faut que ça aille bien en fait. Et si on pense que demain tout va s'effondrer, bah, C'est pas faux. faut plutôt aller, acheter de l'or, tu vois? Et et ouais, et vivre dans un conteneur, quoi. Donc après, si on est, voilà, c'est plutôt, je trouve que c'est quelque chose pour les optimistes. Alors après, pour aussi un peu compléter ce que tu as dit sur oui, prenez date, ça c'est je veux dire, j'ai pas peur de donner ce conseil de prendre date parce que je mets pas l'argent à risque de tes auditeurs. Par contre après, faites attention avant d'investir aussi bêtement dans un ETF quoi. Évidemment, formez-vous ou faites-vous accompagner si vous ne vous sentez pas capable d'être autonome, mais aussi définissez voilà votre allocation. Enfin, si vous le faites tout seul, déterminez quelle part finalement vous pouvez mettre sur le très long terme, vous n'avez pas besoin pour vos économies, sur lequel vous êtes OK à mettre un risque, à supporter la volatilité, donc à supporter des potentielles baisses pendant de nombreuses années. Parce que oui, ça fait des super perfs les 10-15 dernières années, mais dans les années 2000, hein, on appelle ça la décennie perdue, avec les deux crises qu'on a eues, bah, de 2000 à 2010, la performance était quasiment nulle aussi, quoi. Il faut pas l'oublier. Ok, donc ouais, objectif, être patient, objectif long terme, quoi. Et ne pas C'est ça. avoir besoin aussi de cet argent à l'instant T, c'est C'est primordial ça. ce que tu as En fait, dit. c'est une question, je pense, que c'est une question d'allocation, tu vois. Déterminer quelle poche de ton patrimoine, ton investissement mensuel, part pour le longtemps et sur lequel voilà, tu es prêt à ne pas avoir besoin pendant T'es longtemps. ok avec ça? Ok. Mm. Non, bah, très, très intéressant. Si on parle un petit peu des investissements un peu plus exotiques, agressifs, je sais pas quel est le mot. Bon, on peut faire on peut en citer plusieurs, mais on peut faire un petit, je sais pas quel est le mot, focus crypto ou voilà. T'es investisseur en crypto, euh, Exactement. je le suis aussi.
Qu'est-ce que, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Où on alors va? la crypto, je dois Quand dire, c'est qui touche les 100 000 dollars? autant sur la bourse, j'ai à peu près mon plan en tête, tu vois. Mais la Hmm. crypto, je trouve que c'est un peu plus chaud. Alors, quelle est ta vision là-dessus? Sur déjà, euh, ça fait quoi? Ça fait 2008, 2009 que c'est sorti la crypto, donc ça fait 15 ans. Première crypto, le Bitcoin. Donc, on n'a que 15 ans de recul, mais néanmoins, sur ces 15 dernières années, c'est l'actif le plus performant. C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus? Est-ce que tu conseilles aux gens de tremper là, un petit doigt pour aller voir, tu vois, c'est quoi tout ça? Bah, je pense que si on redézoome et qu'on on reprend un peu la pyramide du patrimoine au sein de l'allocation patrimoniale globale, faut encore penser, encore une fois, penser allocation, c'est-à-dire ça, c'est vraiment la pointe de la pyramide, c'est Ouais, l'exotique, c'est c'est le truc ça. ultra risqué, ultra extrêmement volatile. On peut faire un x10 comme tout perdre, donc encore bien plus que la bourse. Donc encore une fois, déterminer si on s'y met, déterminer quelle est la part, voilà, qu'on est prêt à perdre, qu'on est voilà encore plus que la bourse et tout ça, ou sur lequel on est prêt à subir la volatilité extrême. Donc c'est déjà déterminer quelle part on va allouer à ça si on veut tester. Ensuite, je pense que les cryptos. Enfin, bah, je sais que j'ai un compte courant de pas mal de gens, mais il faut pas y aller pour spéculer. Je pense que c'est bien de comprendre quand même dans quoi investir. Comme tout Mm. investissement, je pense que c'est bien de le comprendre. Et alors, on peut y aller pour spéculer pour démarrer, mais je pense que c'est quand même important de comprendre ce qu'il y a derrière, parce que derrière, certes, c'est un investissement, mais derrière, il y a quand même une technologie qui est la blockchain et qui peut révolutionner le monde, qui peut vraiment rentrer dans notre quotidien dans les prochaines années. Donc, essayer de comprendre c'est quoi le Bitcoin, pourquoi, pourquoi tout le monde en parle depuis 15 ans, c'est quoi sa valeur intrinsèque, pourquoi on parle d'or numérique, c'est quoi la valeur refuge, enfin, pourquoi on en parle comme une valeur refuge, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Et alors oui, on peut y aller pour spéculer, essayer de timer le marché et tout, mais voilà, il y a beaucoup qui se sont brûlés les ailes, donc faire très Ouais. très attention. Mais par contre, si tu investis sur le long terme, ben, tu peux du coup, comme sur les ETF finalement, faire des performances de dingue juste en ne faisant rien. Mais si tu as une conviction forte et que tu comprends dans quoi tu investis et que tu as bien sûr l'allocation sur laquelle tu es à l'aise, ça peut vraiment être intéressant. Mais encore une fois, voilà, il faut voilà, que le profil de Faut risque, comprendre, oui, allocation, et c'est comprendre. toujours et comprendre. Ok. Et parmi toutes ces milliers de cryptos, on reste sur les fondamentales? C'est un peu l'idée pour démarrer? Forcément, aller sur les plus connus qui sont Bitcoin et Ethereum, ou du moins creuser ces deux sujets, je pense que ça reste un petit peu l'ETF monde, lié de la bourse, tu vois? Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc forcément, c'est moins volatile, c'est des projets plus solides avec moins de risques d'arnaque et de hack. Donc je pense que ça peut être une bonne première approche de commencer par s'intéresser par ces 2 là. Après tu as aussi sur certains exchanges, donc des plateformes qui permettent d'acheter crypto, tu peux même investir maintenant dans des indices crypto. Alors je parle pas d'ETF crypto, je te parle pas non plus d'ETF Bitcoin qui n'est pas encore arrivé en France. Je te parle vraiment d'indices crypto qui te permettent d'investir dans des portefeuilles déjà préconçus, qui te permettent finalement de suivre, soit une thématique de la crypto ou soit, les 10 premières cryptos ou soit juste même ce qu'on appelle les blue chips, hein, qui sont Bitcoin et Ethereum à 50-50 et ça se rééquilibre automatiquement. Donc maintenant, tu as même Je des sais plateformes qui pas. permettent Ok. ça. Donc, tu peux faire finalement de l'investissement passif en crypto, tu peux même faire du DCA, donc DCA qui veut dire investissement régulier tous les mois ou tous les trimestres, bref, sur le même actif. Donc, ça peut être une façon de se lancer si on ne sait pas quoi choisir, de suivre un portefeuille, voilà. T'as des petites, entre guillemets, enfin, moi j'ai à la fois eu la chance de m'y intéresser tôt, assez tôt, 2019. Donc C'est pas de la forcément, chance, hein, c'est que tu non, étais c'est pas curieux, de la hein. chance. Ouais, 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 on va dire ça. Non, non, mais c'est vrai, t'as raison. Donc 2019, j'ai commencé à y aller. Donc ça fait déjà 5 ans, tu vois. Donc tous ces placements de cette époque-là ont forcément flambé entre-temps, hein, j'ai pas suivi. Mmh. Et à la fois, donc là, je suis content, mais à la fois, j'ai fait des erreurs, tu vois. Mmh. On en a Typiquement, tous fait, hein. 2021, j'ai arbitré mon premier bien. Donc, j'ai une très grosse somme d'argent qui arrive sur mes comptes. Donc, Mmh. tu vois, je le split entre j'ai besoin de ça pour ma future RP ou j'y touche pas, et puis Mmh. le petit côté placement. Et là, clairement, j'ai placé à l'ATH de 2021, novembre Ah 2021, putain. tu vois, et je peine à récupérer sur certains actifs, hein, Mmh. certaines cryptos, le prix, le PRU, le PRU de l'époque. Toi, Alors faut faire attention aux cryptos, c'est que ce n'est pas parce qu'on a eu alors à part sur les blue chips, hein, Bitcoin, Ethereum ou sur les projets très sérieux sur lesquels tu peux croire ou bref.
qui qui peuvent avoir des tendances aussi à long terme, ce qui n'est absolument pas sûr, hein, mais qui ont plus de chances en tout cas d'en avoir. Mais Mm. attention sur les cryptos qui ont été peut-être un peu hype d'un certain bull run, Exactement. ou c'est pas parce qu'on a eu un ATH en 2021 qu'on va le retrouver, hein. Attention, hein. Moi, Mm, je dis, mm. je suis depuis 2017. Il y a certaines cryptos depuis 2017 que je m'étais acharné à garder et j'ai fini par vendre parce que j'ai compris qu'en fait, au bout Alors, d'un moment, le projet, il allait jamais décoller, quoi. excellent point. Tu vois, là, je suis exactement dans cette réflexion-là où en fait, j'ai certaines cryptos. Bah, je fais. Donc, déjà, l'erreur que je fais en 2021, pour donner le contexte aux auditeurs, c'est que je rentre d'un coup. C'est-à-dire que je mets tout alors sur diverses crypto-monnaies, Mhm. mais à un momentum, tu vois. Et ce momentum-là, en 2021, il est très, très haut. C'est le plus Mhm. haut c'est l'ancien ATH. Donc, première très grosse erreur, mais j'étais. Bon, bref, débile. J'ai été débile. Mais c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Et donc, bref, et donc là, tu vois, j'ai certaines cryptos là qui sont à -50, -60 de perf, tu vois, Mhm. et qui bougent plus. Ça reste stabilisé, tu vois. Et ma vraie question, c'est, j'ai encore espoir qu'elles remontent, parce qu'il y en a certaines sur le principe qui sont pas mal, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux, tu vois, les arbitrer, les replacer sur Ether, Bitcoin, qui sur du long terme vont faire que de monter parce que moi j'y crois, tu vois. Ce serait quoi, toi, ta vision là-dessus? Bah, c'est une bonne question parce que moi, j'ai eu ta réflexion du coup bah, sur le bull run d'avant en fait. Du coup, j'ai un Ouais. bull run d'avance sur toi et bah, moi, j'ai fini, alors, je te dis pas ce qu'il faut faire parce que voilà, je connais pas ton profil de risque ni rien et tout, mais je te dis ce que moi j'ai fait en tout cas à l'époque. Ouais, Moi, ouais, j'ai fini par accepter mes pertes en fait, hein. J'ai fini par ouais, prendre mes ok. pertes, quoi. C'est dur, hein, c'est très, très dur. C'est un Ouais, des mais là, pires. on parle de plusieurs milliers d'euros quand même, hein. Non, mais Donc, c'est très, très ouais, dur et moi, j'ai fini par ça. En fait, c'est une expression en bourse, hein, que tu dois connaître qui est, couper le bah, bras, ouais, il faut mieux se couper couper la le main. non, il vaut mieux se couper la main que le bras, je crois, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et un autre dicton qui est, bah, à laisser courir ses gains et couper ses pertes, quoi. C'est 2 dictons que moi j'ai eu du mal à quand tu es confronté à ça, c'est dur. Mais même en Hmm. bourse, hein, moi bien sûr, sans stop picking, j'ai eu des pertes et j'ai fini par les couper et quand aujourd'hui je regarde qu'est-ce que est devenu l'action, mais je me dis: «Mais heureusement que je l'ai coupé, quoi». Ouais, ouais. Parce que, enfin, tu sais, à chaque fois tu te dis: «Ouais, non, vas-y, je vais moyenner à la baisse et tout» et ça peut être très, très dangereux de moyenner à la baisse, hein, sur certains projets et tout, et sur la crypto, c'est encore plus extrapolé finalement Oui. parce que, ben, la volatilité n'est pas la même. Donc ouais, moi pour les cryptos, j'avais fini par couper et moi j'avais même carrément sécurisé un stablecoin, pendant que la tempête se calme et voilà. Après moi j'essaye de me faire des portefeuilles assez froids, tu vois? Des allocations très froides en disant: «Je veux X stablecoin, X investi en crypto», donc une partie stablecoin, hein, je rappelle, c'est ce qui est indexé sur le dollar, donc ce qui est sécurisé. Alors sécurisé dans le monde de la crypto, on s'entend, hein, c'est pas ça reste à risque, hein, mais en tout cas, c'est stable, il y a pas de volatilité, sur l'actif. Donc quelle part déjà je veux sécuriser et quelle part je mets en crypto et sur la part crypto, bah, du coup, bah, quelle part je mets sur les blue chips et quelle part je mets sur ce qu'on peut appeler Les les autres. altcoins ou les Ouais. shitcoins, hein, où là, clairement, c'est de la pure spéculation pour le coup, hein. Autant sur les blue chips, je suis vraiment sur l'investissement long terme par conviction, autant sur les plus petits projets, c'est clairement de la spéculation pour essayer de faire de la surperf et quand voilà, Quand ensuite c'est le moment de vendre, prendre voilà les et gains, quoi. ensuite prendre la décision de vendre pour ça et donc là Ouais. forcément, on revient dans le combat passif vs actif. Je sais très bien que voilà, je c'est très compliqué de faire mieux, mais je fais ça aussi pour m'éclater un peu et pour tenter, quoi. Mais Oui, voilà, c'est ça. avec l'humilité de me dire: «La majeure partie de mon portefeuille reste sur les blue chips ou stablecoins, quoi». Ok. Là, c'est, je pense, une vision Bon de père de beau famille, père de quoi. famille. Ouais, c'est ça. Tu vois, ouais, on en parlait, hein, on a tous les deux Peut-être parce que enfants. j'ai 2 enfants maintenant, je suis un peu moins Ah tête oui. cramée, je sais pas. Oui, oui, oui. Et puis encore une fois, hein, je pense que c'est primordial avant d'investir, mais d'une manière globale, hein, bourse, IMO, crypto. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous quels sont vos objectifs, quels sont le temps que vous voulez y passer. Enfin bref, faites un audit personnel, on va dire ça comme ça. Ben, merci pour ce petit focus crypto. Je vais me replonger sur mon portefeuille dans les prochains jours et je vais prendre décision. Mais il faut là, parce que là, c'est pas possible d'avoir autant de lignes qui n'avancent plus, quoi. Mmh. Tu peux m'en citer quelques-unes pour mon info? Ouais, bah attends, je vais me mettre sur Kraken. Alors attends, qu'est-ce que j'ai qui végète? Qu'est-ce que j'ai qui végète? Ou alors, c'est pas forcément le mot végéter, mais qui n'est plus en phase Qui est dans le de. rouge? Ouais, ouais.
Tu vois, j'ai du Ripple que j'avais acheté aux alentours des 1 dollar, là, qui est à 0,5, mais qui bouge plus. Alors, avec le procès qu'ils ont eu, voilà. J'ai du Chainlink, Solana, Aave, Bon, Lumen, tu vois. Solana, t'as dû être content, Solana, quand même. Ouais, 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 mais bon, ça bouge plus trop. Alors, moi, je croyais énormément à Chiliz. Je sais pas si ça te parle. Ouais, je connais. Et bah, Chiliz, gros flop, ça bouge plus. Et tu vois, il y a des trucs, ouais, je suis à moins 50, tu vois. Moins 50 de perf, ouais, sur certaines. Donc là, ça fait Bon, un petit peu rassure-moi, sur mal. Bitcoin, t'es quand même en positif. Ah bah forcément, quand, Hmm. quand tu démarres en 2019, Ouais, t'as dû faire un beau fois 6 fois 7 là. ouais, ouais, Hmm. j'ai pas fait mes trucs. Alors l'erreur que j'ai faite aussi sur la partie crypto, c'est que j'ai pas tenu de tableau à Hmm. jour, tu vois, sur le prix. Et d'ailleurs, sur les applis, je trouve que c'est, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais il n'y a pas d'appli avec des PRU, tu vois, des trucs. Ici, t'en as plein. T'en as Alors, plein dessus. bah, Kraken, non. Ouais, alors c'est parce que Kraken, c'est ton exchange. Oui, Si tu... Mais après, ouais, ça, pour le coup, ce sera à toi de le rentrer. Mais bah, sur CoinMarketCap, hein, tu peux te faire ton portefeuille avec tes PRU. Euh, Tu peux comment ça s'appelle avec. Je crois que Blocks aussi te permet de ça. Mais après, c'est à toi de les rentrer à la main pour le coup, hein, tes trucs à chaque chaque fois. transaction, tu rentres à la main? Mm. Et ouais, Ah, c'est oui, pas c'est reconciliable. infernal. Ouais, c'est infernal. Bon, flemme, ok. Mais bon, mine de rien, ça permet d'avoir aussi un track record et de Ça permet prendre des d'avoir une vision, quoi. décisions. À Bah partir du oui, moment où oui, tu tout le à fais, fait. après, tu as la vision à l'instant T. Ouais. Enfin, à Ouais. partir du moment où tu l'as fait. Bon, bah faudrait que je trouve quelqu'un à déléguer ça. Euh, pour conclure le podcast, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu as évoqué 4 MI, je sais plus trop quoi, là, que- ton appellation de conseiller, c'est, Ah, tu MIF disais 2. par MIF 2, Ouais. voilà. C'est pas la MILF, c'est MIF 2. Non, je suis pas une mille-feu 2, non. Alors, Pas mal comme blague, ça, tiens. quelle est la Tu me donnes signification? une idée de poste, c'est bon. Eh ben voilà, il m'a Euh, appelé MILF en ouais, podcast. alors je vais essayer de, bref, c'est assez long à expliquer, mais je vais essayer de l'expliquer rapidement. Un petit peu les différents types de conseillers qui existent pour voilà, qu'on se rende compte. Donc, forcément, je vais pas être très objectif, hein, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, bon, même si j'ai pas forcément besoin d'avoir de nouveaux clients aujourd'hui, mais bref. Euh, En gros, quand tu vas déléguer, ben, la gestion de ton argent ou le conseil, tu as, on va dire, 3 types de conseils. Tu as soit le plus classique, bah, ton banquier. Donc, tu Ouais. peux avoir ton conseiller bancaire qui est généralement lui plutôt un commercial qu'un CGP. Et généralement, quand tu as beaucoup de patrimoine, tu passes avec le CGP de la banque. Et le CGP de la banque, lui, bah, du coup, il est salaire de la banque. Donc forcément, il propose que les produits de la banque. Donc ça va être l'assurance vie de la banque, le PEA de la banque. Donc il n'a pas de vision objective sur quels sont les meilleurs PEA, les meilleures assurances vie en termes de frais. Et forcément, Comme même, dirait Orelsan, mauvaise idée. c'est ça. Après, je ne suis pas là pour les blâmer, ils font leur taf et tout, il n'y a, non, il y a rien de mal à ça, mais il faut juste être conscient que forcément, il n'aura pas d'objectivité sur les Les produits produits proposés, proposés. Ouais. parce que bah, ils vont proposer ceux de leur banque. Et ce qu'ils vont mettre à l'intérieur après, généralement pareil, ça va être des fonds d'investissement de la banque, très chargés en frais aussi. Donc, forcément, en termes de frais, c'est pas le plus optimisé. Et du coup, en termes de perf aussi. Euh, Deuxième solution, c'est de faire appel à ce qu'on appelle un CGP indépendant. Alors moi, j'appelle ça aussi les faux indépendants, parce qu'ils ne sont pas indépendants au sens de la MIF2. En fait, ils sont indépendants d'une banque, mais ils n'ont pas de conseil indépendant. Et donc le CGP indépendant, lui, du coup, il aura plusieurs partenaires, donc plusieurs assureurs et tout. Par exemple, pour une assurance vie, il aura 3 4 assurances vie à te proposer. Il aura aussi divers PEA, PER, bref, plusieurs supports. Et donc lui, il va avoir un horizon un peu plus large, un peu plus d'objectivité, mais généralement, et pas tous, attention, mais la majorité, ils vont te proposer aussi des assurances vie généralement chargées en frais, avec des frais d'entrée. Généralement, ils vont aussi mettre des fonds d'investissement dedans aussi, donc avec pas mal de frais. Pourquoi? Parce qu'ils sont rémunérés en Non, rétrocommission. rémunéré. Ouais, ouais, Donc ouais. forcément, plus il y a de frais dans les fonds, bah, plus eux, ils gagnent. Donc le CGP a plus d'intérêt finalement à conseiller un fonds d'investissement qu'un ETF, parce qu'un ETF, il y a beaucoup moins de frais, donc lui, il récupère que dalle. Donc, attention aux CGP qui sont rémunérés en rétrocom, parce qu'on peut se poser la question du conflit d'intérêt par rapport à ce qui est Oui, il y a une conseillé. perte d'objectivité. Ouais. Une perte d'objectivité. Mais attention, pas tous les CGP comme ça font ça. Certains CGP qui facturent de l'honoraire, alors qui font les deux, qui font rétrocom plus honoraire, bah, du coup, ont une meilleure objectivité et peut-être un meilleur conseil. Donc, attention, pas tous sont, bah, voilà, ont ce problème-là. Donc, mais juste être conscient finalement.
ou enfin, on va dire, quand on part avec un CGP de ce type, juste regarder, être conscient des frais, en fait. Après, tu peux être OK avec cette façon de fonctionner. Bah, tu vois, c'est aussi une façon de payer le conseil parce qu'après, Bien s'il sûr. est rémunéré à Etrocom, toi, tu payes rien, en fait. Donc, du coup, c'est gratuit. Mais du coup, toi, tu payeras une petite fraction tous les mois. Donc ça peut convenir aux gens, tu vois? C'est vraiment, voilà, et c'est une façon de faire les choses. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi, c'est la troisième façon de faire. C'est, donc le conseiller indépendant, enfin le CGP indépendant au conseiller indépendant qui, du coup, la réglementation m'oblige à facturer que de l'honoraire et m'interdit de prendre des rétrocommissions, et si j'en prends, je suis dans l'obligation de les reverser aux clients. Au Donc client. Ok. et moi, mais bien sûr, il y en a pas que moi, hein, qui fait ça. On est à peu près 5 en France à fonctionner de la sorte, et du coup, voilà, on facture de l'honoraire. Et donc voilà, et ça permet, selon moi, une meilleure objectivité du conseil. Certes, ça fait sortir de la poche de l'épargnant, de l'argent tout de suite, mais je suis convaincu que sur le long terme, les performances te rattraperont largement ce que tu as payé parce que tu auras pas tout le frottement lié à tous les frais, sur le très long terme. Oui, et puis avec une vision transverse des possibilités, C'est ça, et des pas mais de du coup, moi, conflit j'ai d'intérêt. Ouais. rien, moi, je gagne rien à te refourguer une assurance vie, en fait. Oui, c'est ça. Oui, donc le conseil, il ne peut être que pertinent. La Parce que valeur, moi, enfin, ça, c'est ça me trop full rapporte valeur, quoi. rien de t'envoyer sur un PEA, une assurance vie ou un PER, ça me rapporte rien de plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette objectivité-là qui peut être aussi, qui peut être appréciée de certains épargnants, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, moi, c'est clairement enfin, si j'avais zéro connaissance et que je devais faire appel à un pro du domaine, oui, je préfère avoir le conseil le plus impartial possible, en fait, parce que Mm. c'est vraiment Ouais, question de c'est ça, ça. hein. Et puis après, avoir un plan d'action, c'est sans doute la méthodologie que tu utilises. D'ailleurs, demain, si on a des auditeurs, parce que le but du jeu, c'est aussi de te mettre en avant et de mettre en avant tes services. Demain, si on a des auditeurs qui veulent te retrouver, donc déjà, ils te recherchent où? Du coup, investir simple, si vous tapez ça sur Google ou Thomas Creton, vous devriez me trouver. Donc, Son site est mortel, hein. Je te l'avais déjà dit ah, il y a quelques semaines tu, quand on tu- tu avait... me, tu me flattes parce que ouais, j'ai Ah l'impression non, qu'il est mais toujours je le trouve... bof, mais Moi, je le trouve très bien fait. Enfin, ah, c'est gentil. vraiment, c'est très bien Donc ouais, du construit. coup, Investir Simple, bon, il y a le site, hein, bon, c'est un site plutôt vitrine, hein. À l'époque, j'écrivais des articles, mais maintenant, je n'écris plus parce que j'ai plus le temps. Mais voilà, donc il y a le podcast, hein, un podcast dispo bien sûr sur toutes les plateformes, la chaîne YouTube que je suis en train d'essayer aussi de faire marcher un peu plus. Donc voilà, chaîne YouTube, podcast, Investir Simple en priorité si vous voulez du contenu, on va dire, gratuit et en format long, où j'apporte un maximum de valeur, soit avec des invités, dans lequel d'ailleurs Jérôme va passer aussi très prochainement, ou du coup je fais aussi de l'épisode solo. J'ai une newsletter aussi le lundi matin où j'essaie voilà, de contribuer à mon humble échelle à l'éducation financière, d'apporter un maximum de valeur tous les lundis matins. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a de la formation sur tous les types d'invest, hein, sur ETF, dividendes. J'ai même une petite formation sur l'IMO, la SCPI, les cryptos. Bref, voilà, j'ai essayé d'aborder un peu tout ça à un prix raisonnable pour qu'on puisse se former à un prix raisonnable en autonomie. Et ceux qui veulent. Après, ouais, l'accompagnement, alors pour l'accompagnement, du coup, ce sera sur liste d'attente parce que voilà, j'arrive pas à assumer la charge. Donc, ceux qui sont intéressés, il faudra s'inscrire sur liste d'attente. Et pour ceux qui veulent vraiment démarrer, gratuitement et rejoindre la communauté aussi, j'ai un outil qui s'appelle, l'outil de suivi patrimonial, voilà, que je pense qu'on mettra en lien de la description, Ouais, tout qui à fait, permet on de peut faire un carrément. un état des lieux de son patrimoine et aussi de faire ses objectifs cibles. En fait, il y a des onglets sur la stratégie ETF, stock picking, IMO, et sur la stratégie patrimoniale globale, on peut exclure l'ARP. Bref, j'ai mis plein de graphiques sympas qui permettent de faire un petit état des lieux de son patrimoine, simplement avec un Excel bien fait, joli et des belles couleurs. Voilà. Ok, eh ben, on va mettre cette ressource. Je l'ai téléchargé en plus, ton Excel. Ah OK, Il est merci. dans mes mails, il a la petite étoile jaune de favori, mais j'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir. Mais ouais, je l'ai déjà téléchargé parce que c'est typiquement un outil qui m'intéresse, qui, je pense. Alors moi, je le fais à la mano. C'est très moche, je suis très nul en Excel, j'aime pas Ah, ça. c'est Donc ça. En voilà. fait, pendant Mais d'avoir un longtemps, truc. j'avais ça aussi. Pendant longtemps, j'avais ça. Et puis, au bout d'un moment, on commence à me le demander et tout. Et allez, j'ai dit, allez, je m'y mets. Je me suis mis à fond et j'ai fait un truc. Bon, c'est pas Finari, hein, attention, hein, mais parce que forcément, c'est pas synchronisé, ça vous de rentrer à la main. Mais l'avantage par rapport à des applis comme Finari, hein, qui sont très bien, je suis aussi chez Finari, il n'y a pas de souci avec ça. C'est que ça permet quand même déjà d'être un peu plus, enfin, déjà, il y a pas la synchronisation, donc ceux qui n'aiment pas trop partager leurs données, ça permet d'avoir ces trucs pour soi. Et aussi, ça permet, j'ai mis toujours état du patrimoine actuel avec les Mhm. pondérations et surtout cible. Ça permet de, si tu as envie de changer ta Ouais. stratégie, en fait, de pouvoir prendre des décisions, en fait. Ça te permet de te dire, OK, aujourd'hui, j'ai X% en IMO bourse, mais je veux avoir X% en IMO bourse, et ça permet de faire des choix. Et après, on fait en Inception, pareil sur la bourse, sur l'IMO, ETF, stock picking, sur chaque truc, il y a état et cible, et ça permet voilà, de prendre des bonnes décisions.
Donc, on vous mettra cette petite ressource, enfin, cette belle ressource d'ailleurs, elle n'est pas petite, en description. Merci pour ton temps, Thomas. Merci pour toute la valeur, l'expertise. Encore une fois, je mets l'accent là-dessus parce que trouver des bons acteurs dans ce domaine-là, il n'y en a pas tant que ça, je trouve, sur les réseaux. Il y a d'amateurs, mais ouais. Merci pour ton temps et voilà. Et les Bah, amis, merci à toi. Merci beaucoup à toi de m'avoir n'hésitez pas invité. à inonder Thomas de questions. Venez me parler. Et J'aime bien parler voilà. aux gens. Euh, mais, euh, mais voilà. Bon, merci pour cette. Bah, on est sorti de l'immobilier finalement. C'est vrai que moi, c'est mon dada numéro un, mais je suis aussi passionné de plein d'autres choses et c'était vraiment hyper intéressant de converser avec toi, sur tous ces sujets. C'est l'heure de raccrocher parce que maintenant, c'est à mon tour de passer chez toi. C'est ça. Est-ce que j'allais dire, bah, du coup, j'invite tes auditeurs, s'ils veulent découvrir le podcast de la meilleure manière, enfin, du moins le mien, venez écouter l'interview de Jérôme qui arrivera très bientôt. Exactement. Bah, je te dis à tout de suite derrière les ondes et les auditeurs, chers auditeurs, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao. Hop. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.